Alors, bonjour tout le monde, Sergeant Ray ici, encore une fois. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous montrer un peu le post-traitement des photos en Arena et avec la permission de SBRB, avec la permission de Sylvie sur le forum. Je vais vous montrer un peu comment traiter de façon assez typique et le plus rapidement possible une photo prise en Arena. Alors, elle m'a fourni un fichier original shooté en RAW que je vous affiche ici. C'est fait avec un appareil Canon, si je ne me trompe pas, un T4i et un objectif 70-200 de Sigma. Alors, en partant, on voit que la balance des blancs est très bonne. Elle dit l'avoir fait de façon automatique et honnêtement, chez Canon, la balance des blancs automatique est vraiment performante. Alors, avantage Canon là-dessus. Aussi, l'exposition, ce qu'on peut voir, c'est que si on regarde en partant l'histogramme, on voit que la plus grande partie des valeurs est sur la droite et les pics sont assez élevés. C'est sûr que toute cette partie-là représente les hautes lumières, donc la glace, la bande, tout ce qui est plutôt blanc. Et les autres couleurs, les autres valeurs sont ici. Alors, ça peut être les rouges, ça peut être les gris, les jaunes. Et ce qu'il y a ici, plus bas et en moins grande quantité, c'est tout ce qui sont les noirs. Alors, j'ai activé, pour fin de démonstration dans la vidéo, les deux petites flèches ici qui permettent de voir là où il va y avoir un clipping, là où on va manquer de détails ou là où ça va être brûlé. Alors, j'ai laissé l'exposition et la balance des blancs telle quelle pour vous montrer comment que ça fonctionne. On voit ici que j'ai déjà des petits points bleus qui m'indiquent que ces pixels-là n'ont reçu absolument aucune lumière. C'est pas très grave, le pantalon est noir, le gardien de but est un peu dans l'ombre ici, et c'est pas grave s'il y en a. Mais une chose que je vous montre tout de suite en commençant, c'est que si je vais glisser un peu les noirs, je vais faire disparaître ça au détriment de l'ensemble des valeurs qui contient aussi des zones foncées. Alors, les tons foncés, quand je les glisse trop, c'est ce qui arrive. Mais avant de commencer avec ça, on va d'abord faire ce qu'on doit toujours faire. Alors, chacun des blocs ici dans Lightroom est important. Alors, le bloc ici de réglage de base, courbe des tonalités lorsqu'on a à s'en servir, ce ne sera pas le cas ici. Ensuite, tout le bloc des détails, puisque la netteté et la réduction de bruit, c'est super important lorsqu'on travaille à des ISO élevés. Alors ici, on voit que la photo a été prise à 1600 ISO, à une vitesse d'1 500e de seconde, à f2.8. 1600 ISO, dépendamment de l'appareil photo, ça peut être élevé, ça peut causer du bruit. Plus l'appareil a un capteur de qualité, donc que l'appareil vaut cher, mieux il va gérer les hauts ISO. Dans la moyenne des appareils et dans ceux d'entrée de base, à 1600, 2000 ISO, ça commence déjà à être bruité et la limite souvent est à 3200 ISO. Même pour certains appareils, 3200 ISO, ce n'est pas utilisable. Mais avant même de toucher à ces paramètres-là, on va d'abord s'assurer que les corrections d'objectifs sont apparentes. Alors, au début, le profil, on va cliquer sur la case « Activer le profil ». On voit tout de suite la différence en luminosité. En fait, c'est du vignettage aussi. Tous les objectifs vont vignetter plus ou moins selon la qualité de l'objectif, selon que vous avez un zoom ou une lentille principale, un prime lens. Alors, quand je l'active, déjà je gagne en luminosité. Et la même chose, les couleurs. Ça, on ne le verra pas, mais dans l'absolu, il faut toujours cliquer sur « Supprimer l'aberration chromatique ». Quand on va commencer à faire des retouches, on a moins de chances d'avoir des artefacts JPEG ou des artefacts quelconques qui vont être créés. Alors, on revient au départ. À partir de là, si on avait un recadrage à faire, on le ferait immédiatement. Alors, pour cette photo-là, on voit, une fois que j'ai appliqué, que les petites poignées apparaissent, donc le cadre de recadrage est là. Ce qui arrive dans cette photo-là, comme nous explique Sylvie, c'est qu'elle a été prise à partir des estrades. Donc, elle est en angle et elle est plus élevée, ce qui fait qu'il n'y a à peu près aucune référence pour l'œil
sur une ligne droite. Hein? On ne peut pas avoir une belle horizontale étant donné que la photo est prise à angle. La verticale, par contre, on peut essayer de corriger ça. Elle est un petit peu cadrée serrée ici. Et si je fais trop de modifications sur le cadrage, je vais couper l'extérieur du but. On va essayer de limiter ça, tout en se gardant une référence au moins. Alors, on va prendre cette verticale-là. Et lorsque on met le curseur sur le côté, on voit que la flèche ici en courbe à 2 pointes nous permet d'aller corriger ça. Alors, on a les guides qui apparaissent et on peut aller corriger parfaitement. Moi, ce que je vais faire pour ne pas trop couper, je vais plutôt y aller conservateur ou tenter comme ça de réduire un peu le cadrage, d'aller glisser de façon à couper le moins possible le but. Alors, la ligne ne sera pas parfaite, tout dépendant d'où on regarde. Si je regarde ici, lorsque j'affiche la grille en cliquant, c'est pratiquement droit. On va commencer comme ça pour couper le moins de pixels possible. C'est sûr que j'aurais pu recadrer pour aller chercher absolument que le gardien de but, mais à ce moment-là, il y a un gros sacrifice sur le nombre des pixels. On va couper beaucoup de pixels, donc on va réduire la netteté ou les pixels par pouce qu'il va avoir. Et le grain qui est déjà apparent ici va être beaucoup amplifié. Alors, une fois qu'on a recadré, on peut commencer à travailler dans le premier bloc et aller corriger l'exposition. Moi, je pense que ça manque un petit peu de lumière, malgré que les blancs sont beaux. Je vais en donner un peu. Et on voit que ça va jouer sur l'histogramme. Ça va tasser mon histogramme vers la droite. Si je reviens à la normale, ici, je tasse. Alors, moi, je dis à peu près à 15, par expérience. Ensuite, on va s'attaquer au ton foncé parce que le joueur est déjà un petit peu dans l'ombre et il y a un uniforme noir en plus. Fait que ça ne nous aide pas. Mais on va essayer d'aller corriger ça un peu. À la limite de faire apparaître du bruit. Parce qu'on voit déjà que ça devient plus bruité ici. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'en photo numérique, le grain va se former d'abord dans les zones sous-exposées. Là où il y a moins de lumière, le grain commence là. On n'en voit pas dans les zones qui sont plus lumineuses, mais il y en a un peu quand même. Alors, je vais tenter d'augmenter à la limite d'où je peux aller. Ça va être quelque chose comme ça. Ensuite, il va y avoir d'autres étapes, là, mais dans Lightroom, on va aller le plus loin qu'on peut aussi au point de vue du contraste et de la saturation. Avant de s'attaquer au contraste, moi j'aime bien aller sur la clarté, donc dans le bloc présence, sur la clarté. J'essaie de toujours aller en donner un peu. On voit déjà que ça devient plus vivant, plus lumineux. Contrairement à si je descends, c'est plus terne. J'essaie de monter un peu. Présence. Même aller un petit peu plus haut. À 16. Saturation, même chose. On va demeurer conservateur, mais on va lui en donner quelque chose comme ça. Mettons à 16 aussi. Ensuite, on peut passer, si on est satisfait de ça, c'est les premières étapes, on va aller essayer d'améliorer la netteté. On voit que par défaut, ça a été importé avec un gain de 25. Il n'y a aucun masquage et il n'y a aucune réduction de bruit. Alors, ce qu'on va faire, on va cliquer sur le petit carré ici. On va les mettre sur un endroit important. On voit déjà à quel point que c'est bruité. On va essayer d'améliorer ça au fur et à mesure qu'on va progresser. Alors, on ne pourra probablement pas aller trop loin. Ça va vraiment pixeliser l'image. On va plutôt demeurer conservateur à partir de 25 et aller quelque chose comme ça. 33. Ensuite, ce qui est très important, c'est sûr que dans les détails ici, on pourrait les augmenter, mais ça va juste dans ce cas-ci nous donner plus de bruit. Là, c'est des détails fins qui sont, dont la netteté est augmentée si on touche à ce curseur.
Mais plus important que ça, c'est le masquage. Alors, on appuie sur Alt. En fait, c'est Alt sur un Mac, là. En même temps qu'on va glisser le curseur. Alors, quand on glisse, on va voir que ça va venir complètement noir. Tout ce qui est noir ne sera pas affecté par nos réglages. Par le réglage de la netteté, alors, dans ce bloc-là, ici. Alors, tout ce qui précède ça, qui est en haut, lorsque je le glisse pour amener ça au noir, bien, je ne vais pas aller créer plus de bruit en augmentant trop la netteté. Alors, je pourrais aller complètement au bout, mais je veux quand même être conservateur. Je vais revenir autour de 85, de façon à ce que la netteté soit augmentée là où c'est important. Vraiment sur les détails. Ensuite, la réduction du bruit. On peut faire la même chose. On peut cliquer sur Alt, appuyer sur Alt et le glisser, puis notre image va devenir en noir et blanc. Il va nous permettre de voir vraiment ce qu'on affecte au point de vue du bruit. Moi, je préfère le faire en couleur parce que le bruit est partout, n'est pas seulement dans les tonalités noir et blanc. Alors, ici, je vais demeurer conservateur. On voit déjà que ça l'a amélioré, mais je ne veux pas aller trop loin parce que si je vais trop loin, l'image devient trop douce, devient trop lissée et là, je perds tous les détails. Alors, autour de 28-29. Ça dépend de chaque image, de chaque appareil photo. Mettons même 30, c'est un peu beaucoup. Mettons 28. OK, une fois que ça c'est fait, on voit qu'il y a encore beaucoup d'améliorations à aller apporter, beaucoup de possibilités, mais on va continuer dans Photoshop et dans différents programmes que j'ai et que je vais vous recommander. Ici, ce qui est important, c'est vraiment l'action, c'est vraiment ce qu'est en train de faire le Goaler. Et ici, on voit qu'il fait l'arrêt de la rondelle, et on a de la difficulté à voir la rondelle. Alors, je pourrais ici aller prendre un pinceau et choisir ce que je veux affecter. Alors, mon pinceau ici, il peut aller affecter n'importe quel de ces paramètres-là. Si je choisis exposition, le curseur me dit de combien je peux aller le varier. Ici, ça va réduire mon exposition dans les moins, là, ça va l'augmenter. Encore là, il faut être conservateur. Je pourrais commencer par 13, quelque chose comme ça. Le problème dans Lightroom, personnellement, je trouve que le pinceau est moins maniable que dans Photoshop. Alors, si je glisse comme ça, je peux aller choisir la partie que je veux améliorer. Alors, je peux cliquer une fois, 2 ou 3 fois, peu importe. Mais la beauté, c'est que je peux aller la varier une fois que j'ai cliqué dessus ici. Alors, si je retourne là, la modification est appliquée sur la rondelle. Si je retourne sur le curseur, je le glisse. Vous voyez, quand on va trop loin, le grain commence à apparaître et ce n'est plus réaliste. Alors, je peux revenir un petit peu, juste pour la faire ressortir un peu. Mais je préfère faire cette étape-là dans Photoshop, mais c'est juste pour vous le montrer. Alors, on appuie sur Enter. Et on voit que maintenant, le réglage il est commis. En fait, il est consacré à la zone où on avait choisi. Alors, je peux fermer. Alors, à partir de là, on va aller dans Photoshop. Alors, oui, c'est ça. Alors, fichier, exporter. J'en ai déjà parlé dans mes autres tutoriels. Ici, il faut vraiment déterminer où on veut envoyer notre photo. Alors, moi, j'avais créé un dossier auparavant. Alors, on le sélectionne pour envoyer la photo au bon endroit. Moi, je l'ai mis dans une série de photos de hockey que j'avais déjà sélectionné. On lui donne un titre. Moi, j'avais déjà fait un premier test. Alors, je vais appeler Sylvie. Test hockey Sylvie 2. Pour faire la différence, même je vais ajouter tuto pour être certain. Et maintenant, ben, j'envoie ça en JPEG. Alors, je choisis paramètres d'exportation en JPEG. Moi, je mets la qualité au maximum. Je m'assure d'être dans le bon espace colorimétrique. Je travaille en Adobe RVB 98. Je décide de la netteté de sortie. Étant donné que mon travail ne sera pas terminé, je ne suis pas prêt à aller à l'impression tout de suite après, je vais demeurer conservateur et choisir un gain standard. J'aurais pu prendre élevé. Alors, je vais prendre standard.
Et j'indique à Photoshop ici dans la case post-traitement que je veux continuer à travailler et je l'envoie dans mon programme Adobe Photoshop. Ici, on aurait choisi autre chose si on avait voulu l'ouvrir ailleurs. Alors, je vais l'exporter pour continuer à travailler. Ça peut prendre un peu de temps parce que, comme j'ai déjà expliqué, QuickTime prend beaucoup de mes ressources de processeur. En attendant de changer de programme, je travaille dans QuickTime. Alors, la photo est reconstituée dans Photoshop. Pour sauver un peu de temps, je vais aller fermer Lightroom, retirer un peu moins de jus. On retourne dans Photoshop uniquement. Et la première chose que je fais, c'est d'aller copier, de faire une couche, finalement, une copie du background. On fait commande J, c'est ce qui est le plus rapide. Alors, on a une couche identique. Et là-dessus, et là, je comprends que tout le monde n'a pas ce programme-là, mais moi, je vous le conseille vraiment. La seule façon de se sortir de ce genre d'image avec passablement de bruit, c'est vraiment d'avoir des programmes externes. Lightroom est excellent, mais il y a ses limites. Et la réduction de bruit amène le sacrifice de netteté. Dans un programme distinct, un programme séparé comme c'est-à-dire, pardonnez-moi, comme Neat Image, qui peut travailler à l'intérieur de Photoshop ou peut travailler en standalone, c'est-à-dire en application distincte, séparée, il y a beaucoup plus de puissance au point de vue de la netteté. Il est capable de faire un resharpen, capable d'ajouter de la netteté tout en enlevant du bruit de façon marquée, mieux que dans tout ce que j'ai vu à date dans Lightroom. Alors, je vais y aller. En fait, étant donné qu'il est en plugin dans Photoshop, dans mon cas, il fait partie de mes filtres. Alors, je vais dans Filter, Neat Image, on le voit ici, et je lui dis Reduce Noise. Alors, ça appelle le programme. Le programme est là. J'en ai déjà parlé, j'ai déjà fait un survol du programme Neat Image. Mais ici, je vais simplement l'utiliser en prenant pour acquis que vous avez déjà regardé la vidéo. Alors, si je choisis une partie de l'image où il y a du bruit, il faut que je la prenne là où il y a le moins de détails possible. Tout ce que fait le programme, c'est qu'il analyse le bruit. Alors, si j'essaie de faire ça ici, ou là où c'est trop blanc, ça va être... Là où c'est blanc, ça va fonctionner peut-être à 40%. Ici, ça ne fonctionnera pas du tout parce qu'il va y avoir trop de bruit. On essaie de trouver une zone le plus neutre possible. Ça peut être ici, ça peut être ici. Alors, en cliquant, le curseur en croix appelle et je vais sélectionner au moins jusqu'à ce que le curseur devienne vert. Alors ici, on a souvent ce message-là dans le programme « Area not uniform in CB channel ». Ce que ça dit, c'est que la couleur n'est pas parfaite. Il y a un des canaux de couleur qui contient plus de couleur. C'est sûr, notre image n'est pas neutre, elle est verte. Ici, ce serait jaune, etc. Mais le programme va fonctionner pareil. Une fois qu'on a fait la sélection de l'endroit, on va dans Noise Filter Settings. Et ici, ça a l'air bien compliqué, mais en fait, à force de travailler avec, on comprend ce qu'il fait. Ici, le programme, il faut aller régler ces trois blocs-là. Dans le premier bloc, comme dans le deuxième, ce que ces indications-là nous disent, c'est que ici, on contrôle le bruit, c'est-à-dire on analyse le bruit. Alors, quel est le niveau de bruit dans les hautes, dans les tons moyens et dans les basses? Le bruit est toujours plus élevé dans les basses et moins dans les hautes. C'est pour ça qu'on a tendance à régler toujours d'aller enlever le bruit ou on lui dit que oui, j'ai plus de bruit dans les basses et dans les tons moyens. Alors, ça, c'est un réglage assez typique, 110, 105, 85, mais chacun a sa recette. Même chose ici, au point de vue de la couleur, ce qu'on vous disait tantôt, CB et CR, ça a le rapport avec le bruit qui est causé ou créé, présent déjà dans le fichier, dans les couleurs. Ici, ça va être la force du traitement. Alors, moi, le traitement le plus agressif que je fais,
c'est à 75 ici et 65-70 en bas, comme premier passage. Alors, ça vous donne une idée, mais je n'irai pas plus loin que ça. Ensuite, ce bloc-là, c'est à quel point on veut réduire ça. Alors, je vais lui dire, ben, moi j'ai 80 ou je sais pas, 105 ou 110% environ que j'ai évalué de bruit, et j'aimerais ça que tu me réduises ça à 80-85% et 35% dans les autres. Sa force de travailler avec, on s'en rend compte. La force générale du traitement que je veux qu'il soit appliqué est ici. Alors, vraiment, les deux points blancs, les deux Y blancs, c'est ça. Une fois qu'on a trouvé ces réglages-là, moi, je ne touche à peu près plus à ça. Ceux-là ici. Et les CR et CB, mais je vais toujours varier ceux-là. Même chose ici. Pour le sharpening après, on lui demande comment, à quel point qu'on veut que ça soit, que la netteté soit augmentée. Je dépasse rarement 45. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si on demande d'aller donner beaucoup plus de netteté dans les basses, on revient à la case départ, on revient au même point. Il va rester du bruit, on n'enlèvera jamais tout. Si je monte ça au bout, ben, je vais avoir du bruit qui va être apparent. Là où je peux aller faire une netteté augmentée, hein, un resharpen, c'est plus vers les hautes, un petit peu moins vers les basses et beaucoup moins vers, c'est-à-dire un peu plus vers les moyens et beaucoup moins vers les basses. Alors c'est un peu le contraire de ça ici. On lui dit enlève-moi plus de bruit dans les basses, là où il y en a plus, et fais-moi un resharpen plus dans les hautes que dans les basses. En gros, c'est ce genre de courbe-là qu'il faut avoir. Alors si je fais apply, il va le faire pour moi. Il va aller enlever du bruit. Et je vous montre le avant-après. Ça, c'est avant. Je ne sais pas si c'est évident pour vous, là, mais dans les tons moyens ici, là, et autour du filet, il y a pas mal de bruit. On peut même regarder le fond. Alors, quand je vous montre celle qui est traitée, on voit que le fond devient beaucoup moins bruité. Il vient plus flou aussi, mais on va vivre avec ça parce qu'on a moins besoin de netteté dans le fond. Là où était la mise au point, c'est là. Alors, je recommence, avant, après. Moi, ce que j'aime faire, c'est d'aller ajouter un masque. J'appuie sur Alt, et ici, c'est le petit logo, un cercle noir. C'est le masque. Si j'appuie dessus, ça va faire un masque blanc, mais ça n'enlèvera pas l'effet. Alors moi, ce que je veux faire, c'est d'aller mettre vraiment au pourcentage que je veux, aux endroits que je veux, la correction du bruit. Alors, je vais prendre un masque noir qui fait disparaître ce que je viens de faire. Par contre, je m'assure que mon avant-plan est en blanc. Je prends un pinceau et je vais aller réappliquer l'effet localement. Alors moi, j'aime bien le fond, le faire à 100%. Alors, on va voir la différence ici quand je vais passer dessus, à quel point ça devient beaucoup plus lisse. La tension, on ne veut pas qu'elle soit là, et surtout le bruit, on n'en veut pas ici. Je l'enlève complètement ici. L'autre endroit où j'en voudrais pas, tiens, je peux même englober une partie de la bande, c'est pas grave si la ligne est un peu floue. Autre partie où j'en voudrais pas, c'est le joueur en avant-plan. Sa présence est importante dans la composition, mais c'est absolument pas grave, et même là, souhaitable qu'elle soit floue, cette partie-là, parce que la tension, on l'a vu ici. Alors, je vais aller enlever le bruit ici aussi, tout dans les gris, et je vais aller enlever à 100%. Pour les endroits où c'est plutôt lumineux, je vais réduire ça, et je vais aller l'appliquer aussi, mais peut-être à 60-70%. Je peux passer partout, sauf mon sujet principal, et je vais aller enlever cette sensation de bruit-là, même si on ne la voit pas. Et ça va flouter un peu, mais on va vivre avec ça. En gros, c'est ça. On peut faire la même chose, toutes les zones blanches, pour que plus tard dans mes étapes, ça apparaisse. Parce qu'on n'a pas terminé. Entre moins important, je peux appliquer plus de réduction de bruit. Je vais rapidement. Et finalement, sur mon sujet principal, là, je vais demeurer conservateur.
être appliqués à 50%. Alors, oui, j'enlève du bruit, moi je le vois. Mais je ne vais pas aller sacrifier trop de détails. Alors, quand je suis satisfait de ça, on peut aplatir ces couches-là. Moi, vous me connaissez, j'aime pas travailler avec beaucoup de couches, là. J'ai oublié de faire le filet. On va essayer d'aller en enlever du bruit sur le fond, sur le filet. Je peux même aller augmenter un peu pour le poteau et réduire la taille de mon pinceau. Même si j'enlève un peu de précision, le fait de ne pas voir de bruit, ça attire moins l'œil. Ça c'est avant. Ici c'est beaucoup plus bruité, je vous prie de me croire. Et comme ça, j'en ai enlevé beaucoup. Alors on va aplatir, Layer, Flatten Image. Et avant de faire d'autres étapes, on va commencer par faire une autre couche, comme en J. Je vais aller tout de suite enlever les défauts. Ce que j'appelle par défaut, là, je prends l'icône du plaster et je vais aller enlever tout ce qui attire l'œil. Ces lignes-là, je ne les veux pas. Parce que je regarde là et je ne veux pas. Je ne les ferai pas toutes là, mais c'est pour vous donner une idée de genre de choses qu'on veut enlever. J'en profite pour aller enlever toutes les tâches qui seraient dérangeantes, qui attirent mon œil, qui sont inutiles. Bref, de rendre l'image le plus clean possible. Là, je ne ferai pas toute la bande, je ne les enlève jamais toutes, mais j'enlève les plus grosses taches de rondelles qui attirent mon œil et qui sont dérangeantes. L'attention, on la veut sur le joueur, ici le gardien. Alors, je m'arrête là, mais j'amène ça le plus clean que je peux. J'arrive même à faire disparaître les bandes jaunes ici, de la même façon. Mais finalement, chacun s'arrête où il veut, là. Alors, ce qu'on constate, comme souvent les photos en aréna, c'est que la glace est blanche. Et on fait une mesure de la lumière de façon à avoir une image qui est belle en général. Okay? Le capteur, ce qu'il voit, il voit l'ensemble de la lumière. C'est sûr qu'on peut régler la cellule à l'intérieur de l'appareil à la prise de vue. On peut lui dire, ben, tu vas me prendre une mesure plus serrée à 3 ou 4 degrés, 5 degrés, ou tu vas en prendre une plus générale. Dans ce cas-là, la mesure est probablement assez générale et elle a tenu compte de la lumière. Donc, ça l'a fermé un petit peu l'obturateur ou ça le dit à l'utilisateur, OK, tu as assez de lumière. Dans les faits, c'est vrai, mais en réalité, il n'y a pas assez de lumière sur le joueur. C'est pour ça qu'il y a plus de bruit, parce que c'est un petit peu sous-exposé ici. Il aurait fallu que notre histogramme, cette partie-là, soit plus tassée sur la droite. Le problème, c'est si on surexpose trop, les parties qui sont déjà blanches sont déjà très, très fortement exposées. Si on glisse trop, on va aller clipper, c'est-à-dire qu'on va les brûler, ils vont être irrécupérables. Alors, l'idée, c'est de surexposer un petit peu, mais pas beaucoup. Dans les réglages, on était à 1600 ISO à 1 500e f2.8. Probablement qu'à un 400e ou à un 320e de seconde, ça aurait été mieux pour le joueur. Ça aurait tassé un peu les blancs, possiblement sans les faire brûler. Peut-être aussi qu'à ISO 2000, ça aurait donné juste un petit peu plus, ou 2200 ou 2500, ça aurait donné juste un peu plus. J'en profite pour parler de la priorité, dans quel mode qu'on devrait travailler en sport. Ben, pour le sport en aréna, l'éclairage est assez... bon, il peut être faible, on peut souhaiter en vouloir plus, mais c'est assez égal quand même. Il n'y a pas de raison que l'appareil soit réglé en mode vitesse ou en mode priorité ouverture. Il doit être réglé en manuel,
on fait des tests pendant le warm-up, pendant que les joueurs se réchauffent, parce que nous aussi, on doit se réchauffer. Et c'est là qu'on détermine notre exposition. On va jouer avec les paramètres. Ici, bon, on veut travailler à 2.8. On va jouer avec la vitesse et ou avec les ISO de façon à voir notre histogramme le plus. En tout cas, les valeurs importantes sont ici le plus sur la droite qu'on peut sans aller clipper. Comme je vous ai expliqué, ça aurait pu être d'augmenter un petit peu les ISO, mais il y a toujours un prix à payer pour chaque réglage qu'on fait. Si on avait réduit la vitesse, la rondelle n'aurait pas été aussi nette. Si on avait monté les ISO, on aurait eu plus de bruit. Ça, c'est vraiment essai-erreur et avec la pratique. Donc, une fois que je suis satisfait de ça, ça c'était une couche qui m'a servi à aller réduire le bruit. Je vais l'aplatir. Flatten Image. Et ici, il y a une multitude de choses qu'on peut faire. Ce qu'on veut faire, c'est d'aller rendre un peu plus de luminosité sur notre joueur sans aller brûler nos blancs. Alors, une des façons de faire, c'est d'utiliser un masque de courbe. Alors, quand on va appuyer dessus, il va nous créer une couche pour les courbes ainsi qu'un masque déjà enchâssé dedans. Alors, j'appuie dessus. Et en ne regardant que mon joueur, je vais essayer d'aller, en prenant un point central, je vais essayer d'aller augmenter un petit peu la luminosité de mon joueur. Là aussi, il faut être conscient qu'il va y avoir un prix à payer. On va faire réapparaître du bruit, on va rendre les noirs peut-être un peu plus gris, mais on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Alors, quand je fais ça, je vais revenir un peu, on voit qu'il a déjà gagné en luminosité mon joueur. Toute l'image est devenue plus blanche et on ne souhaite pas que ce soit plus blanc partout. Alors, ce qu'on va faire, on va inverser notre masque. Étant donné qu'il est déjà sélectionné, on voit les petits coins blancs. Je peux faire commande I ou CTRL I et le masque devient noir. L'effet disparaît, mais étant donné qu'on le veut juste là, on va contrôler où on veut le mettre. Alors, je vais prendre une brosse, je vais descendre le flow de façon à ne pas créer un contour trop net et mon opacité, je vais le mettre le plus près possible de 100. Pas 100 au début, j'aime ça me garder un peu de jeu. Alors, on grossit la brosse et on va aller travailler notre joueur. On voit que c'est les valeurs du joueur qui sont affectées uniquement. Alors, je ne vais pas créer un halo autour du joueur. Je vais réduire ma brosse pour englober son bâton pour que ce soit logique. Chose comme ça. Et je pourrais aller changer mon opacité ici pour aller rendre son environnement un peu plus lumineux, admettons. Ici dans sa cage. Même que je vais augmenter un peu parce que je trouve ça sombre en arrière de lui. Quelque chose comme ça. Donc, quand on est satisfait de ça, on va aplatir la couche. Okay. Là, de façon manuelle, il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut aller augmenter la saturation des couleurs. On peut même aller tenter de blanchir, de rendre plus blanc certaines parties de l'équipement. C'est bien normal que l'équipement qui est blanc, surtout utilisé par un enfant de 12-13 ans, va être plus jaune, va être plus usé avec le temps. On n'est pas dans le sport professionnel où l'équipement est neuf et toujours nettoyé après chaque partie. Mais nous, on peut, en se créant des couches, aller travailler de façon à blanchir ça pour faire finalement popper les contrastes, à les donner un peu de blanc. Alors, je vous donne un exemple de ce qu'on peut faire. On va faire une autre couche. Commande J encore une fois. On va choisir ici, sur la petite main, on clique du doigt, on fait un right-click, on va faire Dodge Tool. Et avec le Dodge, on va toujours commencer par
les ombres. On va aller donner, mettons à 8-9%, on va essayer d'aller blanchir un peu les parties. On va y aller progressivement, on va commencer par les ombres, les tons moyens, et après ça, les hautes lumières. Quelque chose comme ça. Alors, si je vais enlever des ombres, déjà, je vais blanchir un peu la partie qui devrait être blanche. J'enlève des ombres là-dedans. C'est de ne pas toucher au lettrage qu'on veut bien saturer. Bien noir. On va enlever un peu d'ombre. Je vais rapidement, mais c'est la façon de faire. Ensuite, j'y vais avec des tons moyens. Pour rendre l'équipement un peu plus éclatant. On voit déjà que ça s'améliore. Je vais en profiter pour le faire sur la cage en arrière. Et je termine avec les hautes lumières. Les hautes lumières, c'est très critique. Il faut essayer de rester à 1 ou à 2%, pas plus. Alors, la même chose. De façon conservateur, je vais sur différentes parties. Pour rendre ça un peu plus éclatant. Là, j'y vais vite, là. Mais c'est la façon de faire. Je peux même essayer de faire ressortir les hautes lumières un peu partout. Alors, avant, après. Ça, c'est avant. Et après. Là, je suis peut-être allé un peu loin. Mais j'y vais rapidement et c'est le principe. Alors, je peux continuer. Les endroits comme le lettrage. Je vais avoir plus lumineux. Alors, admettons que j'aplatis cette couche-là. Layer, Flatten Image. Et je vais me concentrer sur la rondelle. La rondelle, elle est sur un fond noir. Ce qui va faire que je vais l'avoir plus, ça va être d'aller blanchir les endroits blancs et rendre plus foncé les endroits foncés. Alors, je vais faire la même technique. Commande J. Je vais me concentrer sur la rondelle. Je vais commencer par les ombres. Burn Tool, Shadows, les ombres. Là, je vais vraiment monter 11 ou 12. Je vais augmenter la taille de mon image. Et le contour noir ici, je vais essayer de le rendre plus contrasté, plus noir. Alors, je vais réduire ma brosse. Et je vais aller exagérer ça un peu. Ensuite, je fais le contraire. Dodge Tool, les highlights et le contour blanc, je vais essayer de le faire ressortir le plus que je peux. Comme ça. Je pourrais même, le dessus de la rondelle, aller dans les tons moyens, tenter de le blanchir un peu. C'est SRA. Faire quelque chose comme ça. Alors, on redescend dimension normale. On va regarder le avant-après. C'était avant. Ça, c'est après. Voilà, on la voit un peu mieux. En fait, c'est le principe. Chacun, là, selon le temps que vous allez passer sur votre image, vous allez pouvoir exacerber l'effet. Je vais aplatir cette couche-là et vous montrer autre chose. Flatten Image. C'est sûr qu'à force d'en faire, on se rend compte que ça prend beaucoup de temps et c'est pas tout le monde qui a ce temps-là à mettre sur chacune des photos.
Moi, mon principe est que si on n'a pas 5-10 minutes à consacrer sur une image importante, on n'est peut-être pas dans le bon domaine en photo. Je ne connais pas de photographes qui font des photos parfaites coup sur coup. C'est sûr que quand les conditions d'éclairage, si on parle spécifiquement en hockey, si les conditions d'éclairage sont belles, comme au Centre Bell justement, et qu'on a 20 000 $ d'équipement, ça nous donne une petite chance. L'équipement ne fait pas le photographe, mais quand on est bien équipé, ça nous donne une chance. Ici, c'est du bon équipement, mais c'est quand même pas un objectif 400 mm à 15 000 ou 20 000 $. On est plus dans la moyenne et ce que les gens ont normalement, c'est aussi avec des conditions même en bas de la moyenne. Alors moi, pour sauver du temps, je me suis trouvé différents programmes qui m'aident. Entre autres, chez Nik Collection, on peut aller télécharger le programme, qui n'est pas gratuit, évidemment, ou, comme dans mon cas, on peut aller chercher une version d'essai. Alors, même chose que Neat Image, il travaille en plugin dans Photoshop. Donc, si je vais dans Filter, Nik Collection est là. Et j'ai différents choix, différents sous-programmes à l'intérieur. Moi, j'utilise Color Efex Pro 4. Probablement qu'on est rendu à 5 ou 6 maintenant. Mais c'est une version d'essai que j'ai depuis longtemps. Alors, le programme, avec un peu de chance, va apparaître. On voit que c'est une version démo dont il me reste juste 5 jours. Je vais certainement acheter le programme. En attendant, j'utilise cette version-là. Et un réglage que j'ai trouvé intéressant, c'est le Tonal Contrast, où en fait le programme travaille sur l'ensemble de l'image, les hautes, les basses, la saturation, et etc. C'est un peu long à ouvrir, je m'en excuse. Alors la photo va apparaître, et la fenêtre de ce programme-là, finalement, nous donne différents choix sur différents traitements que le programme peut faire. Moi, comme je vous dis, pour ce genre de photo-là, j'aime bien travailler avec le Tonal Contrast. On ne voit pas l'aperçu, mais le Tonal Contrast est ici. Une fois qu'on choisit, ce menu-là va apparaître, où il nous permet encore de faire des réglages. On voit les différents traitements qu'on peut faire. Le Tonal Contrast est celui qui était le plus payant pour moi. Il y a des choses qui sont vraiment trop poussées, à mon avis. Alors, si on veut voir l'effet avant-après, on le voit ici. Avant, on voit que notre photo était plus terne, finalement. Et le après, où les couleurs ont plus d'éclat. Il y a parfois un sacrifice à faire sur certaines valeurs, comme ici sur les basses lumières. On peut aller changer ça, réduire un peu les valeurs pour qu'il y ait moins d'effets appliqués. La saturation, normalement, elle est à 25. C'est pas mal saturé à mon avis. Mais ça, vraiment, c'est avec SRA. Moi, je suis entre 14 et 16. Alors, je vais appliquer ça. On va voir le avant-après. On voit que le programme fait une couche. Il est en train de travailler à faire le traitement. Et il y a différentes étapes qu'il va faire ici, jusqu'à l'enregistrement de l'image. On laisse le programme travailler et une fois qu'on aura l'effet, on pourra décider à quel point on veut l'appliquer et à quel endroit, comme je fais tout le temps avec un masque de couche.
Pardon. Normalement, ça va travailler plus vite que ça pour vous. Moi, c'est parce que je fais un enregistrement de l'image en même temps avec QuickTime. Et comme j'ai expliqué, QuickTime, il est vraiment sollicité. Il prend 300% des capacités de mon processeur, étant donné que je dois enregistrer 27 pouces d'écran. Ça fonctionne mieux sur des écrans plus petits, mais éventuellement, je vais aller acheter un programme séparé, qui ne sera pas QuickTime, qui est censé fonctionner mieux, moins sollicité de ressources. Le programme est en train tranquillement d'enregistrer l'image. Et si ça ne plante pas, je vais pouvoir vous montrer la différence entre les deux. On verra par la suite le avant-après. À partir de la photo d'origine jusqu'à la photo finale avec ces traitements-là. Alors, si je viens à avant, ça c'était notre photo avant. On voit que c'est plus terne. Si je vais à après, il y a plus d'éclat à l'image. Moi, je vais appliquer un filtre, c'est-à-dire un masque de couche. Alt et ici, Add Layer Mask, de façon à enlever l'effet et de choisir où je veux le mettre. On voit que, on le voyait avant, là, il y avait beaucoup plus de détails ici. Alors, ce qu'on va faire, on va se prendre une brosse. On va commencer par appliquer l'effet de façon conservateur, autour de 85%. On va commencer sur notre joueur. On va faire la cage. Son demi-cercle. On voit que la saturation commence à apparaître. Toute la cage, on pourrait même aller à 100%. Alors, une fois qu'on est satisfait de ça, on va aplatir la couche. Et à la toute fin, on peut essayer encore une fois de voir si on peut améliorer la luminosité. J'aime ça garder ça pour la fin. Alors, je choisis une couche ici avec le petit soleil, Brightness Contrast. Et je vais augmenter un peu la luminosité. Probablement un petit peu trop. Alors, 4.
Je vais augmenter un peu le contraste aussi. 2. 2. Quand on n'est pas capable, on le rentre manuellement. 2. Et on va inverser notre masque comme on a fait tantôt. Alors, un masque, on fait Alt. Oh, non, je m'excuse. Quand le masque est déjà là, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut faire commande I pour aller inverser ce masque-là. Bon, c'est celui qui est sélectionné. Alors, on fait commande I. Le masque va passer au noir. Et on va aller appliquer l'effet comme on l'a fait tantôt, là où on veut. 63%, ça devrait être bon. On peut grossir notre pinceau. Et on va aller rendre ce qu'on veut plus lumineux. De façon à garder l'attention sur notre joueur. On va aplatir ça. On pourrait faire l'inverse aussi. On pourrait prendre un masque de couche, aller réduire un peu la luminosité générale, tout petit peu, et prendre, changer l'avant-plan pour noir, prendre un pinceau, et avec la même technique, aller garder la luminosité en prenant un gros pinceau cette fois-là. Garder la luminosité sur notre joueur uniquement. Si je fais ça comme ça, ça devrait le rendre plus en évidence. Je peux valider ça. En allant voir le avant-après. Si on regarde ici, on voit que ça va devenir un peu plus foncé. C'est vraiment matière de goût. Alors, on va aller voir le avant-après. Sortir de Photoshop pour sauver des ressources. Alors, une fois de retour dans Photoshop, que je vais réouvrir, on va aller voir le avant-après, comme je vous ai dit. Alors, on a commencé avec cette photo-là. Et après nos étapes de post-traitement, on est en arrivé à ceci. Alors, on est parti de là à là. Dans un seul écran, on voit ici, en côte à côte, la différence. C'est sûr que les blancs sont peut-être un peu forts, mais ça vous donne une bonne idée quand même que le post-traitement, d'abord, c'est important. Il faut comprendre les bases parce que cette photo-là ici est très valable. Surtout qu'elle a été shootée en RAW. Elle n'est pas irrécupérable. Et lorsqu'on est habitué et qu'on fait notre sélection, on peut déjà savoir, on peut déjà avoir une idée comment ça peut, quel est le potentiel, comment ça peut se terminer cette photo-là. Alors de là à là où on a de la difficulté à voir la rondelle, ou dans son ensemble la photo est un petit peu sous-exposée pour les raisons que je vous ai expliquées, parce que l'appareil voit beaucoup de lumière avec tout le blanc de la glace, alors qu'en vérité la scène va ressembler beaucoup plus à ça, à l'œil humain. Alors, à cause de ça, ça demande un peu plus de soin à la prise de vue. Il faut vraiment regarder son histogramme et essayer de le tasser un peu sur la droite sans trop surexposer, en fait sans surexposer les hautes lumières, mais il y a quand même moyen de faire quelque chose de très valable. C'est pas facile en Arena. Là, Sylvie nous a donné une excellente photo dont la balance des blancs était très bien faite. La photo a été prise probablement dans ce qu'on appelle le pic d'un cycle, parce que chacune des lumières font un cycle, c'est-à-dire qu'ils vont s'allumer tout doucement, et vont être plus magenta dans leur couleur. Ils vont monter dans leur puissance, atteindre le pic, qui est une lumière presque blanche,
pour redescendre en passant par le cyan et revenir comme ça en bas de cycle au magenta. Là. Quand on photographie, il y a trop de lumière environnante qui ça donnait être en bas de cycle, ça donne une photo complètement magenta. À l'inverse, ça peut être, s'ils sont tous à l'extrême et un petit peu à droite, ils peuvent être tous cyan. Alors quand même, il y a certaines photos qui sont récupérables en Arena, c'est sûr. Quand plusieurs lumières sont en bas de cycle, non seulement elles sont plus roses, magenta, mais elles sont moins puissantes. Alors, on a des photos fortement sous-exposées par moment. Alors, au final, lorsqu'on fait une présentation, quelle qu'elle soit, j'ai pris un de mes templates. Ben, si vous montrez ça à n'importe quel parent, 99% des parents dans l'Arena vont vous qualifier de photographe professionnel. Puis, dans le fond, la seule différence, le photographe professionnel est plus habitué, il a du meilleur équipement et il gagne sa vie avec ça, il shoot à tous les jours. Le commun des mortels, on va faire des photos en Arena de façon assez saisonnière quand la saison commence, parce qu'on connaît quelqu'un, parce qu'on a un enfant qui joue ou parce qu'on nous le demande. Bien, on se retrouve en Arena occasionnellement et quand on commence à être bon, ben là, c'est le soccer qui commence. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Alors, en espérant que ça vous a aidé et que vous avez appris des choses, si vous avez des questions, comme d'habitude, vous ne vous gênez pas. Sur les forums, vous pouvez me retrouver. Alors, merci beaucoup. Au plaisir de se revoir.